Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, Il était une fois, l'enseignement catholique au service de la société depuis 2 siècles. Quelle est la spécificité d'un tel enseignement? Quelles valeurs y sont enseignées? A-t-il encore sa raison d'être aujourd'hui? Je vous laisse regarder le reportage introductif signé Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Quelle est l'histoire de ces collèges et instituts de l'enseignement catholique où des millions de jeunes ont usé ou usent encore leur fond de culotte? Au départ, des écoles fondées par des communautés religieuses, des évêchés ou encore des comités scolaires. Les maîtres veillaient à la concentration et à l'application de leurs élèves, car la formation y est au cœur du projet éducatif. Si le but de certains collèges était de s'adresser à des jeunes triés sur le volet pour créer une élite du savoir, d'autres n'avaient de cesse d'offrir une instruction gratuite. Le projet commun restant un enseignement de qualité, une formation la plus complète possible pour les garçons comme pour les filles. 2 siècles donc d'un enseignement qui fonctionne en dialogue avec l'Église et la société, dans une volonté de donner à tous ces enfants, au-delà d'une formation solide, une culture chrétienne. Dominique Grotars, Paul Winans, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Dominique Grotars, vous avez enseigné la sociologie et la psychologie de l'éducation à l'Université catholique de Louvain. Paul Winans, quant à vous, vous êtes historien, mais également le doyen de la faculté des sciences économiques, sociales et de gestion de l'Université de Namur. Vous êtes ici tous les deux parce que vous avez participé à cette étude qui vient d'être publiée aux éditions Averbo d'Erasme et qui s'intitule « L'enseignement catholique en Belgique, des identités en évolution, 19e, 21e siècle ». Alors, Paul Winans, ce livre est assez impressionnant. Ça fait 571 pages et 1,2 kg de poids. 1,2 kg de poids. Alors, quelle est la genèse d'un projet comme celui-ci? L'initiative revient au secrétariat général de l'enseignement catholique en 2010, qui souhaitait que soit réalisée une histoire de l'enseignement catholique en vue de mettre en évidence l'évolution de ses identités. Il est apparu que l'enseignement catholique, comme l'enseignement en général d'ailleurs, était une matière fédérale jusqu'en 1988, et donc qu'il y avait lieu d'y inclure la partie néerlandophone du pays. C'est pourquoi nous avons constitué une équipe de 27 chercheurs, francophones et néerlandophones, avec un comité de pilotage et un comité de direction bilingue. Mais comme les aspects à traiter étaient nombreux, il a fallu pratiquement 4 ans de travail pour réaliser l'ensemble de l'étude. Alors, cette étude, elle se subdivise comment? Est-ce qu'il y a une trame quand on commence à lire ce livre? La trame, elle figure déjà dans l'introduction. Elle vise à mettre en évidence les spécificités de l'enseignement catholique sous la forme d'un certain nombre de paradoxes. Et puis, il y a 3 parties. Une partie qui trace le cadre institutionnel, une deuxième partie qui traite des protagonistes et une troisième partie qui traite des cultures, c'est-à-dire qui tente de cerner plus précisément les identités de l'enseignement catholique à travers une série de thèmes. Vous, Dominique Grotars, de quelle manière avez-vous participé à cette étude? Je faisais partie du comité de pilotage. Et puis, donc, j'ai collaboré à certains chapitres, notamment un chapitre qui essaie de montrer l'unité de l'enseignement catholique à travers toutes sortes d'initiatives diverses et différentes. Donc c'est un peu un des paradoxes, c'est à la fois cette unité et cette diversité, parce qu'il n'y avait pas encore au départ de secrétariat général de l'enseignement catholique. Donc c'était des initiatives à la fois des diocèses, mais surtout encore plus des congrégations, à la fois pour les garçons et pour les filles, à la fois pour le peuple et pour l'élite, etc. Donc on a une énorme diversité qui était une espèce de forêt qu'il fallait débroussailler et découvrir en quelque sorte, cette diversité, cette unité. Qu'est-ce qui fait que l'Église ou des monastères ou des congrégations religieuses ont souhaité, à un moment donné, s'intéresser à l'enseignement et mettre en place des écoles?
L'initiative souvent se prend à la base. L'enseignement catholique se construit vraiment à partir d'initiatives locales. Ce sont tantôt des laïcs, tantôt des membres du clergé, tantôt des industriels ou des châtelains qui font appel à des congrégations ou à du personnel laïque. Et quand l'autorité supérieure, par exemple un évêché ou une congrégation, prend l'initiative de créer une école, c'est souvent à la demande de personnalités locales. Donc c'est un enseignement qui se construit par la base. Et justement, ces congrégations, ces diocèses, etc., est-ce qu'il y a des différences entre les différentes écoles, vu l'origine de l'école, vu l'origine que ce soit diocésain ou congrégationnel? Peut-être que je pourrais parler un peu de... On peut trouver des modèles éducatifs différents selon les congrégations. Et par exemple, aussi selon les garçons et les filles. Et donc, on a là des traditions éducatives, des modèles qui persistent, donc qui sont encore présents aujourd'hui. Donc, ça forme une espèce de culture de l'enseignement catholique, culture avec S, parce que, par exemple, le projet des Jésuites n'est pas celui des Sœurs de Saint-Vincent de Paul. Donc, on voit là, chaque fois, des projets qui se traduisent concrètement dans une organisation, dans des programmes, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque congrégation pouvait construire son propre type d'école. Ce n'est qu'après qu'on a donné des normes et qu'on a codifié l'enseignement. Donc au départ, on pouvait inventer la forme qu'on voulait donner à ce projet. Ce qui veut dire qu'il si je vous entends bien, il y a 200 ans par exemple, les écoles étaient très différentes les unes des autres. Maintenant aujourd'hui, comme il y a un programme national, ou je ne sais pas comment il faut le dire, un programme en tout cas au niveau des régions, là il y a peut-être moins de diversité qu'auparavant. Oui, dans la mesure où les pouvoirs publics interviennent de plus en plus et imposent des normes générales. Ce qui fait que l'enseignement catholique a dû s'adapter à cette situation. Et ce qui frappe dans l'histoire de l'enseignement catholique, c'est précisément sa flexibilité, sa capacité à s'adapter aux changements de circonstances et de contexte, notamment légal. Alors, dans cette réalité-là, est-ce que vous avez un exemple concret pour qu'on puisse comprendre là, lors de la fondation, il y a 2 siècles par exemple, une congrégation fonde, une autre fonde également. Qu'est-ce que vous avez pu voir comme différence dans le concret? Je pense que on peut le qualifier un projet d'école au niveau d'une congrégation aussi par un public. Donc c'est vrai qu'il y a des différences locales, mais finalement, il y a quand même des choix. Par exemple, les jésuites ont un projet de formation de cadres, que ce soit des cadres par les humanités, mais aussi un enseignement technique, industriel, donc, mais toujours dans l'idée de former des cadres. Tandis que Don Bosco avait eu un autre projet qui était non seulement d'éduquer les enfants du peuple, mais pas seulement instruire, mais aussi créer des activités parascolaires, des orchestres, enfin toute une activité locale autour de l'école, et aussi un internat. Donc voilà, je crois qu'on peut donner plein d'exemples, mais aussi ce qu'on pourrait peut-être souligner dans l'aspect local, c'est que l'école rayonnait autour de l'institution purement scolaire. Donc les jésuites, par exemple, avaient des mouvements de jeunesse, Don Bosco animait les paroisses, et il y a donc des chapitres qui traitent de cet aspect-là aussi. Dans cette idée-là, le public visé, est-ce que, en fonction de votre origine sociale, par exemple, on allait plutôt dans telle école ou pas spécialement? À l'origine, oui. Il y avait des publics scolaires différents et des projets scolaires différents. L'enseignement catholique couvrait toute une gamme de formations, depuis la formation des élites jusqu'à l'émancipation des jeunes issus du monde du travail. Et chaque école avait ainsi non seulement son public, mais son projet scolaire. Alors, dans ce projet scolaire, on a l'enseignement traditionnel, on a l'enseignement professionnel, on a l'enseignement technique. Est-ce qu'à un moment donné, l'enseignement catholique, c'est aussi, mais nous devons aussi travailler sur d'autres types d'enseignements, comme l'enseignement spécialisé? Est-ce qu'à un moment donné, ils se sont dit, tiens, voilà, c'est aussi une veine dans laquelle nous devons nous trouver? Oui, l'enseignement catholique a été un des pionniers précisément dans l'enseignement spécialisé, avec des écoles destinées aux sourds, aux aveugles, aux handicapés, etc. Et les initiatives ont été prises très souvent à la base, à nouveau, en particulier à l'initiative de membres du clergé. Donc de nouveau, chaque fois, c'est des initiatives, soit de nouveau de congrégation ou le clergé. Alors qu'est-ce qui fait que l'Église catholique s'est occupée de cela? Parce que l'État ne proposait pas un enseignement au départ?
l'État proposait un enseignement, et les communes, en particulier dans l'enseignement primaire, mais les besoins étaient loin d'être satisfaits. Et c'est pour pourvoir à ces besoins, surtout dans les zones les plus défavorisées, que des particuliers ou des membres du clergé ont pris l'initiative de créer des écoles, parfois à leurs propres frais. Mais je crois qu'il y a aussi un projet, au-delà de l'enseignement, un projet apostolique. Donc c'était de diffuser la foi. Donc quand je disais, par exemple, de préparer des cadres, c'était des cadres catholiques. Ou la ménagère, puisque pour les filles, c'était surtout le projet de former la mère de famille. C'était une mère de famille catholique qui pouvait transmettre la foi. Donc ça différencie radicalement l'enseignement catholique de l'enseignement officiel. Et ça faisait partie du projet global, c'était de créer quelque chose à côté et même contre. Donc il y avait un projet, il y a eu des guerres scolaires, hein, donc on ne doit pas croire... On y viendra. Hein. Il y avait un projet politique aussi et idéologique. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants. Quelle était ou quelle est alors la spécificité de l'enseignement catholique? Il y a d'abord un projet éducatif qui lui est propre, qui comprend donc une dimension religieuse, mais une dimension religieuse qui a évolué au fil du temps. À l'origine, dans l'enseignement catholique, la mission de l'école était la transmission d'un héritage spirituel et pastoral qui paraissait comme évident ou allant de soi. Comme disait Mme Grotars tout à l'heure, le fait de former des cadres catholiques tout à fait. Mais à partir de la fin des années 1960, quand la société a été confrontée au pluralisme, la dimension religieuse a changé de sens. Et donc, tout en s'appuyant toujours comme socle sur la tradition chrétienne, l'école catholique s'est assignée une autre mission. Ouvrir aux dimensions de sens, à la transcendance, ou au dialogue, tout en permettant aux jeunes qui le souhaitent d'avoir un engagement chrétien adulte, mais ouvert. On pourrait peut-être dire qu'un épisode de cette transformation, c'est le fait que l'enseignement catholique, francophone en tout cas, a été un acteur dynamique dans le cadre de l'instauration du rénové, parce que dans le rénové, l'enseignement catholique a retrouvé la place de la personne, de l'individu, puisque le rénové donnait l'attention à chaque élève qui devait être orienté, encouragé, etc., donner la parole à chacun. Et donc là, l'enseignement catholique a joué un rôle positif de participer à ce rénové au nom de valeurs, entre guillemets, chrétiennes, mais plutôt au nom d'un humanisme centré sur la personne. Et ce serait peut-être ça qui lui a donné une nouvelle modernité. Donc il était moderne au XIXe siècle, puisqu'il introduisait de nouveaux projets en phase avec l'époque du XIXe siècle. On pourrait dire qu'avec le rénové, l'enseignement catholique francophone, je crois que c'est un peu différent du côté flamand, est aussi entré dans une nouvelle modernité en se transformant, grâce ou par le moyen du rénové. Est-ce qu'à un moment donné, il fallait être catholique pour aller dans l'enseignement catholique? La plupart des élèves, dans une société qui était largement catholique, adhéraient à l'Église, mais il y avait des minorités parfois qui appartenaient à des familles peu croyantes ou moins croyantes, mais qui étaient néanmoins accueillies dans l'école catholique. À partir des années 1960, le public s'est considérablement diversifié, avec des écoles catholiques parfois qui ont des élèves majoritairement d'origine musulmane, de confession musulmane. À plusieurs reprises, vous parlez des années 60, etc. Est-ce qu'il y a là vraiment un tournant dans l'histoire Il y a un tournant dans l'histoire, la société change, on entre dans la société de consommation et il y a le Concile Vatican II qui amène l'Église à s'ouvrir sur le monde et à se moderniser, à se transformer. Et ça a des répercussions dans l'enseignement catholique. Peut-être aussi d'avoir une nouvelle conception de la foi qui est plus intériorisée, plutôt que des normes, aller à la messe, enfin, etc. Donc il y a eu un assouplissement des normes et d'un christianisme sociologique, ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup moins de monde dans les églises. Mais d'un autre côté, c'est une foi qui maintenant est plus choisie, intériorisée, et donc qui peut dialoguer avec d'autres convictions. Donc on a aussi l'idée d'une approche interconvictionnelle qui est nouvelle,
qui est peut-être plus récente que les années 70, mais c'est une conséquence de ça. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a eu un passage quelque part d'une institution un peu cléricale vers une institution plus d'inspiration chrétienne? Est-ce que c'est une approche correcte, cela? C'est une approche correcte, et ça se vérifie y compris dans le personnel de l'enseignement catholique, qui était constitué dans un certain nombre d'établissements exclusivement de religieux et de religieuses. Et on a assisté à une laïcisation de ce personnel, à une féminisation de ce personnel, mais les deux phénomènes n'ont pas toujours été de soi. Il y a eu des résistances au changement. Mais le changement, néanmoins, s'est produit. Mais ce qui est remarquable, c'est que lorsque laïcisation il y a eu, assez souvent, le personnel laïque a repris la tradition, l'héritage, les valeurs de la congrégation religieuse qui tenait précédemment l'établissement. Et donc, il y a une certaine continuité dans le changement. Maintenant, on est même à une étape supplémentaire parce que même au niveau des pouvoirs organisateurs des écoles, parfois, il n'y a plus de représentants des congrégations, mais donc il y a cette question de poursuite de la culture du projet éducatif. C'est un enjeu, donc il faut travailler, enfin je veux dire, c'est pas évident, mais ça a lieu malgré tout. Si je vous entends bien, est-ce qu'il y a des valeurs spécifiques qui sont transmises dans ce type d'enseignement, ou bien ces valeurs vont encore en plus varier en fonction de l'origine des différents établissements? Mais des valeurs communes, il y en a, dans la mesure où il y a un socle commun, un socle qui est déterminé par les établissements, mais en concertation avec le secrétariat général plutôt de l'enseignement catholique. Quelles sont ces valeurs, justement, dont on parle dans l'enseignement par rapport à l'enseignement officiel? Quelles sont-elles qui seraient plus spécifiques à l'enseignement catholique, s'il y en a? Le dialogue, du côté flamand, est une priorité absolue. Ils veulent construire ce qu'ils appellent l'école du dialogue. Donc avec une ouverture sur les questions de sens, mais aussi un respect de l'autre et de la diversité des convictions. Du côté francophone, je crois que c'est toujours cet intérêt pour chaque enfant comme personne. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit dans les projets éducatifs. Non, il faut voir comment ça se traduit. Et alors, je crois que toujours ces différentes congrégations, dont Bosco, les frères des écoles chrétiennes, tout ça, ont une tradition qu'ils essayent d'entretenir. Par exemple, on a été là à l'école Don Bosco, eh bien, il y a une grande statue de Don Bosco à l'entrée, donc nécessairement les enfants doivent demander c'est qui celui-là, et on doit leur raconter qui est Don Bosco. Hein, donc je pense qu'on cultive, ne fût-ce que par des symboles, cette continuité avec le projet d'origine. Alors, vu cette laïcisation du corps professoral, aussi l'évolution de la perception que l'on peut avoir de l'Église, l'enseignement catholique est-il encore aujourd'hui catholique? Il est catholique d'abord par son projet, et il est catholique également par son organisation. C'est un enseignement qui est fortement décentralisé, avec des pouvoirs organisateurs locaux qui disposent d'une très large autonomie, à la différence, par exemple, de l'enseignement de la communauté française ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme on dit aujourd'hui, qui, lui, est un enseignement organisé par le haut. Ici, on a un enseignement organisé par le bas, dès l'origine, et qui garde encore une large autonomie aujourd'hui. Le public qui va aujourd'hui dans ce type d'enseignement, est-ce que c'est un public plus privilégié ou bien non? Aujourd'hui, je crois vraiment que l'enseignement catholique touche tous les publics, notamment les enfants d'origine immigrée qui sont plutôt de couche populaire donc, et qui choisissent souvent ce type d'enseignement parce qu'ils veulent justement s'inscrire dans un contexte de foi, même si ce n'est pas leur foi à eux. Ils préfèrent l'enseignement catholique à l'enseignement officiel. Votre étude ici, elle concerne l'enseignement catholique, c'est-à-dire l'enseignement maternel, primaire, secondaire, ou bien est-ce que vous abordez aussi la réalité de l'enseignement supérieur? On traite de l'enseignement supérieur à travers les hautes écoles. Mais on a exclu les universités parce que sinon l'entreprise était quasiment irréalisable. Et puis alors on n'aurait pas 1,2 kg, on aurait sans doute 1,8 kg ou 1,9 kg oui, tout à fait. de page. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants pour la troisième partie de cette émission. D'après vous, un élève est-il mieux préparé dans l'enseignement catholique que dans un autre réseau? Ou c'est allé trop loin? C'est allé trop loin. Je pense qu'il y a des écoles de qualité dans tous les réseaux. Et
il y a d'excellentes écoles catholiques. Il y a des écoles catholiques parfois qui sont aussi confrontées à des difficultés en raison, par exemple, de leur public ou de leur insertion dans une réalité socio-économique différente. Et donc, je pense qu'on ne peut pas dire que qualitativement, il y ait une différence entre les réseaux. Alors peut-être un peu un pavé dans la mare, si vous voulez bien, mais l'enseignement catholique a-t-il encore sa place aujourd'hui dans une société comme la nôtre? Dominique Grotars, je vois votre visage qui se... C'est-à-dire que politiquement, moi je trouve que c'est mieux de simplifier le système parce que le côté positif, c'est la décentralisation, le fait qu'on part de la base, mais l'enseignement provincial et communal ont aussi cette caractéristique d'être local, d'être locaux. Mais sinon, il y a quand même des gaspillages en termes de multiplication. Même au sein de l'enseignement catholique, du fait de cette autonomie des congrégations, etc., ça manque de cohérence parfois d'un point de vue politique. Ça, je me place en tant que sociologue. Et en termes philosophiques, on peut peut-être dire que l'enseignement catholique, oui, a de l'avenir. D'abord, il a du succès. Donc, 2/3 des enfants du côté flamand et au-delà de la moitié des enfants du côté francophone sont dans l'enseignement catholique. Donc, il a de l'avenir. On ne peut pas dire qu'il est en faillite. Au contraire, il se développe même. Alors pourquoi, donc on pourrait se demander, prendre la question dans l'autre sens, pourquoi est-ce qu'il a encore du succès? Eh bien, il répond à quelque chose. Alors, d'après moi, toujours en tant que sociologue, il répond à des questions de sens. Donc on a maintenant une société où l'individu est tellement autonome et libre qu'il est un peu déboussolé. Et sans doute que les parents recherchent une école où on va donner des fondements aux jeunes pour faire des bons choix dans la vie, pour ne pas être... stressé, enfin tout ce qui nous attend dans la vie adulte, on a l'impression qu'on va être mieux équipé. Enfin, les parents, sans doute, pensent que ça va donner un fondement, un soubassement plus solide en termes humains, plutôt qu'en termes intellectuels. Alors, une hypothèse. Vous partagez cette hypothèse? Largement. Et ce qui fait l'avenir de l'enseignement catholique, à mon sens, c'est d'abord la confiance que les parents lui accordent. Pour différentes raisons, parce qu'ils adhèrent à un projet d'école, parce qu'ils adhèrent à un certain nombre de valeurs et parce qu'ils souhaitent que leurs enfants trouvent des repères dans la vie. Chacun ayant à trouver ses propres repères. Mais l'enseignement catholique, en raison de l'accent qu'il met sur les questions de sens, prépare bien les jeunes à trouver leur voie, en quelque sorte. Vous avez dit plus de 2/3 en Flandre, un peu plus de la moitié en Wallonie. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait une différence entre les deux régions? C'est des régions contexte historique, culturel? Il faut relativiser. Il y a une majorité dans l'enseignement secondaire, mais dans l'enseignement primaire, l'enseignement catholique n'est pas majoritaire. Du côté francophone. Du côté francophone. Alors, s'il y a des différences entre les régions, ça tient au contexte, évidemment. La déchristianisation, la sécularisation de la société a été plus précoce dans la Wallonie industrialisée qu'au nord du pays, où elle a été plus tardive. Ce qui fait que les œuvres catholiques au sens large, dont l'enseignement fait partie, ont pu se développer plus longtemps et plus fortement en Flandre qu'en Wallonie. Vous avez abordé dans la première partie de cette émission la guerre scolaire. Aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une paix scolaire ou bien de temps en temps il y a des petites réminiscences, des petites flamèches qui reviennent? On est très loin, en tout cas, des conflits scolaires qu'on a connus au XIXe siècle, entre 1879 et 1884, ou au XXe siècle, dans les années 1950. Après le pacte scolaire de 1958, on a trouvé une solution relativement équilibrée, encore que l'enseignement catholique ne soit pas mis rigoureusement sur le même pied que l'enseignement officiel en termes de financement. Mais les droits des uns et des autres ont finalement été reconnus. Et s'il y a de temps en temps une petite flamèche ou un petit incident qui peut survenir, en gros, on est dans une période de paix scolaire. Oui, c'est vrai, mais moi je pourrais quand même ajouter peut-être l'idée qu'on n'est pas encore au clair sur la question de la neutralité de l'enseignement. Donc on a souvent ces questions de neutralité qui reviennent, et alors les oppositions... Enfin, par exemple, maintenant le cours de citoyenneté, il est appliqué dans l'enseignement officiel. L'enseignement catholique ne veut pas supprimer 1 heure de religion pour mettre 1 heure de citoyenneté. Donc là, on voit qu'il y a encore des zones de friction, de conception différentes, puisqu'on a un ministre qui est
du bord catholique et qui fait une différence entre le réseau officiel et le réseau d'enseignement catholique. Ce qui pourrait après créer peut-être des... Je ne sais pas, on ne connaît pas la suite de l'histoire, c'est le début. Mais donc là, on voit encore une différence. Comment gérer justement ces clivages idéologiques? Par le dialogue, par la négociation et par la recherche de compromis dans la tradition de la culture politique belge. Aussi simple que ça. Vous partagez cette... Jusqu'à maintenant, c'est encore un compromis, là, quand on fait une différence entre les réseaux, alors que pour tout le reste, les programmes sont de plus en plus convergents. Donc on a les compétences. Maintenant, dans tous les réseaux, il y a des décrets qui définissent les compétences. Et pour la citoyenneté, là, on a fait un compromis. C'est aussi un compromis. Est-ce qu'un gouvernement, par exemple, pourrait décider un jour, voilà, non, il n'y aura plus qu'un seul et unique réseau? Est-ce que c'est économiquement possible? C'est difficilement imaginable. Je dirais d'abord d'un point de vue politique, parce que bon nombre de familles sont attachées à l'enseignement catholique et ces familles procurent des électeurs aux partis politiques. Trouver une majorité politique pour instaurer un système d'enseignement unique paraît difficilement réalisable. D'un point de vue économique, par ailleurs, il faut quand même se rendre compte que toute l'infrastructure de l'enseignement catholique est une propriété privée et qu'il faudrait soit la nationaliser, ce qui serait une mesure quand même très radicale, soit la racheter, ce qui coûterait énormément d'argent. Et donc en termes de ressources, le réseau unique est difficilement imaginable aussi. Et au niveau économique, est-ce que un des deux réseaux coûte plus cher à la collectivité que l'autre ou bien... Ah, bien entendu. L'enseignement officiel est plus coûteux que l'enseignement catholique, qui doit fonctionner en partie, notamment en matière de bâtiments scolaires, avec des ressources propres. Et comment fait-elle alors? Eh bien, l'enseignement catholique compte d'abord sur un certain nombre de soutiens, notamment les soutiens des familles. Et il peut aussi emprunter, s'endetter, mais pas au-delà de certaines limites. Et donc, du point de vue de la rénovation des bâtiments, il y a toujours toute une série de problèmes qui sont à régler. Et des demandes de l'enseignement catholique en la matière pourraient être traitées de manière plus équitable. Alors, en conclusion de cette émission, au terme d'une étude comme celle que vous venez de publier, quelle a été une heureuse surprise pour chacun d'entre vous? Ah, l'heureuse surprise, ça a été la diversité de cet enseignement catholique. On a de l'extérieur l'impression qu'il est monolithique. En réalité, il est multiforme. Il se présente même comme un habit d'arlequin, avec à la fois une capacité d'adaptation dans le temps qui est remarquable et une capacité d'adaptation à des milieux très différents. Dominique Gothars. Moi, je dirais que c'est à la fois quelque chose que je savais, mais en même temps que j'ai pu redécouvrir, c'est qu'il y a un côté tourné vers le passé dans l'enseignement catholique, parce que quand même, il ne faut pas oublier que l'Église était souvent contre la modernité, contre la science, contre l'émancipation féminine. Donc ça, c'est une réalité. Mais par ailleurs, c'est de nouveau un paradoxe, on a plein d'initiatives pionnières donc, qui devancent l'évolution de la société, qui introduisent, comme je disais, la modernité. Et ça, pour moi, c'est positif. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir pris le temps de nous présenter cette étude. Je rappelle, l'enseignement catholique en Belgique, 10 ans d'identité en évolution, 19e et 21e siècle, donc qui est paru aux éditions Averboot Erasme. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être restés avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.